On s'est arrêté à la définition des types de synchronisation ou des types de transmission. Et on a dit qu'il y a des transmissions qui sont synchrones et il y a des transmissions qui sont asynchrones. Avec les transmissions synchrones, vous avez un signal d'horloge qui va accompagner notre signal de données. Et puis on aura pour chaque quantité ou pour chaque franc montant ou franc descendant, on aura une quantité de données qui va accompagner, qui va être envoyée à travers le canal de transmission. Alors, concernant la transmission asynchrone, euh, on va avoir un ensemble de données toujours qui sera accompagné de certains éléments de repérage. Et ces éléments de repérage, comme par exemple le début, la fin, la durée de l'envoi, la durée où je vais arrêter, où je vais cesser d'envoyer. Et là, je vais créer euh, une transmission qui n'est pas synchronisée. Parce qu'avec le signal d'horloge, il y a lieu d'avoir une normalisation en matière de transmission. Mais ici, avec cette façon de faire la transmission, on va avoir des bousculades en matière de synchronisation, c'est-à-dire je vais débuter avec une quantité, puis je vais l'augmenter, puis je vais la diminuer, ainsi de suite, en fonction de la caractéristique que je vais utiliser. Et c'est ça la différence entre une transmission synchrone et la transmission asynchrone. Alors, que ce soit transmission synchrone ou bien asynchrone, on va la parcourir sur un canal de transmission. Et le canal de transmission a des caractéristiques. L'une des caractéristiques la plus utilisée, c'est la bande passante, qui est mesurée en Hertz. Et la bande passante représente les fréquences ou la bande de fréquences dans laquelle les signaux sont correctement reçus. Alors, à chaque fois que je vais avoir un canal de transmission avec une bande passante étroite, je vais avoir du mal à véhiculer mon signal parce que on va tomber dans un problème en matière de transmission. C'est-à-dire, j'ai ma bande passante qui est sous cette forme-là. Alors, la bande passante mesure par exemple 5 kHz, soi-disant. Alors, si je suis avec 5 kHz, et puis je vais avoir un signal par exemple qui a comme maximum, qui peut varier qui peut atteindre peut-être plus de 5 kHz. Alors, dans ce cas-là, je vais tomber dans un énorme problème. J'ai ma bande passante qui mesure 5 kHz, par exemple, et j'ai un signal qui peut peut-être dépasser ces 5 kHz. Je vais avoir un signal de cette façon-là. Il peut atteindre peut-être les 10 kHz. Alors, lorsqu'il va passer sur ce canal de transmission, le canal, c'est lui qui va gagner en fin de compte, parce que il va trancher le signal, il va tronquer le signal par rapport à sa bande passante. Et là, on va avoir une déformation. Tout cela, toute cette transmission sera, ou toutes ces données seront perdues, parce que la bande passante va gagner et je vais tronquer mon signe. Alors, il est préférable toujours d'augmenter la bande passante et d'avoir une bande passante suffisante par rapport à la bande passante ou la fréquence max du signal afin d'avoir un canal de transmission qui ne va pas poser de problème lors de la transmission. Alors la bande passante représente la fréquence maximale moins la fréquence minimale dans le signal. On peut aussi définir un rapport de puissance en décibels qui s'appelle le rapport d'émission sur réception ou le rapport bruit sur le signal qui est égal à 10 log la
puissance d'émission sur la puissance reçue. Et vous avez ici des exemples de bandes passantes qui sont utilisées d'une façon standard, parce qu'il y a des bandes passantes standards, comme par exemple dans la ligne téléphonique, dans la bande passante des téléphones, vous êtes sur une bande de fréquence ou une bande passante qui varie entre 4 kHz plus ou moins 300 Hz. C'est-à-dire, je vais avoir 4 kHz comme bande passante, plus ou moins 300 Hz. C'est-à-dire, elle peut atteindre 4,3, c'est entre 4,3 et 3,7. Je vais avoir cette bande de fréquence qui est une bande internationale utilisée pour les transmissions téléphoniques ou pour les réseaux de transmission téléphonique. Alors, et là, on peut caractériser aussi les types de canaux de transmission. On peut avoir ce qu'on appelle les paires torsadées, on peut avoir les câbles coaxiales, on peut avoir les fibres optiques, comme on peut avoir les faisceaux RTZ. Alors, bien sûr, les plus utilisés, c'est les câbles en cuivre actuellement, surtout ici en Algérie, mais on cherche à passer vers les fibres optiques parce que c'est en matière de performance qu'on parle. Les fibres optiques sont très performants et peuvent véhiculer de l'information à travers l'utilisation de la vitesse de la lumière parce que dans la fibre optique, on va transformer le signal en lumière qui sera propagée et sera reflétée par les composants de la fibre optique qui sont des miroirs qui vont refléter le signal lumineux et le propager à la vitesse de la lumière. Par contre, ici, avec les câbles coaxiales, je vais utiliser des filaments en cuivre, qui est un bon conducteur du signal électrique. Et ce signal électrique va, par contre, faire ce qu'on appelle l'effet Joule. En passant, où le signal électrique, lorsqu'il va passer sur un métaux, il va dégager de la chaleur. Et puis, cette chaleur va être considérée comme un bruit qui va influencer sur le signal qu'on va le transmettre. Alors, le cas idéal, c'est utiliser la fibre optique qui est très performante et qui présente des vitesses de transmission très élevées. Et aussi, on peut classer les types de réseaux en trois catégories. Bon, réellement, il y a quatre catégories de signaux. Il y a, quatre catégories de réseaux. Il y a les PAN, il y a les LAN, il y a les MAN, il y a les WAN. PAN, c'est les réseaux personnels. C'est pour Personal Area Network. LAN, c'est Local Area Network. C'est un réseau local. MAN, c'est Metropolitan Area Network. Et WAN, c'est Wide Area Network. Alors, la différence entre ces types de réseaux, c'est la distance du réseau. C'est la distance qui va les différencier. Pour les PAN, c'est quelques mètres, 1 mètre. C'est un réseau personnel que vous allez utiliser dans vos maisons. Le LAN, c'est dans un immeuble, par exemple, ou dans un quartier, si on peut dire ça. Le réseau métropolitain, c'est par rapport à une ville d'ailleurs, où vous allez avoir un réseau métropolitain. Et le wide, c'est le réseau des pays ou des continents. On va utiliser des réseaux étendus. Alors nous, on va focaliser sur ce type de réseau par la suite, qui sont les réseaux locaux, les réseaux locaux. Alors, on peut avoir aussi le débit binaire et vous allez voir toutes ces significations lorsque vous allez faire des TD. Vous allez calculer le débit binaire, vous allez calculer la bande passante. Et puis, le débit, c'est le nombre de quantités, c'est le nombre de données par seconde. C'est-à-dire, dans chaque seconde, quelle est la quantité d'informations que je vais transmettre, que je vais véhiculer. Bien évidemment,
à chaque fois que je vais augmenter le débit, je vais avoir une vitesse de transmission très élevée. Et chaque fois que le débit va diminuer, je vais avoir du mal à transmettre l'information d'un point A vers un point B. Alors, quelques notions sur les spectres. Et puis, bien évidemment, si j'ai parlé de la bande passante, alors le signal va être transmis en fréquentiel et non pas en temporel. N'importe quel signal dans un réseau, il sera transmis en fréquentiel. C'est-à-dire que je vais faire une transformation en temps-fréquence. Ce sont des notions que vous avez déjà eu l'occasion de les faire dans le module de traitement de signal. Et puis, on va utiliser une transformation usuelle qui va nous transformer le signal du temps vers la fréquence afin de le transmettre dans le canal de transmission et puis faire l'opération inverse, c'est-à-dire la transformer inverse pour récupérer le signal temporel à la sortie ou bien à la réception. Alors, il y a d'autres opérations qui sont dans les canaux de transmission, comme ce qu'on appelle le codage, la modulation et le multiplexage. Alors, pour le codage, vous avez un signal qui sera sous forme de bits de 1 et de 0, parce que la transmission va se faire aussi d'une façon à transmettre le signal ou de coder le signal en binaire, c'est-à-dire 1 et 0, 1, 0, 1, 1. Et alors, comment utiliser ou comment passer d'un signal de cette façon, par exemple, comment passer d'un signal sinusoïdal de cette façon vers des 1 et des 0. 1, 0, par exemple, 1, 0, 1, 1, et ainsi de suite. Et on va passer de ce signal vers le signal binaire en utilisant des types de codage. Et puis, vous avez énormément de théories de codage, comme par exemple la théorie ou le codage de Manchester. Alors, dans ce type de codage, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une théorie, comment transformer, ou une règle, comment transformer le signal depuis l'analogique vers le numérique, c'est-à-dire avoir une numérisation du signal et avoir une succession de bits de 1 et 0. Et là, je vais avoir plusieurs types de codage, comme j'ai dit, et chaque codage aura sa propre règle. On va donner un exemple. Si je suis sur, par exemple, un code quelconque, je ne vais pas spécifier le code, mais si j'ai, par exemple, un code j'ai un signal de cette façon. Et alors, je vais faire une théorie de code. Je vais créer un code pour moi. Alors, il y a plusieurs codes, il y a plusieurs règles. Je vais créer mon propre code. Alors, je vais dire, tiens, dans ce signal, lorsque l'amplitude de ce signal va dépasser, par exemple, les 10, si je suis sur un signal, électrique, s'il va dépasser, par exemple, les 10 ampères, je vais attribuer à n'importe quelle valeur qui va dépasser les 10 ampères la valeur 1. S'il va être inférieur à 10 ampères, je vais le donner un 0. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais transformer ce signal-là petit à petit jusqu'à arriver à obtenir des combinaisons et représenter le signal en combinaison. À chaque fois que je vais dépasser la valeur de 10, je vais mettre un 1. Alors, par exemple, cette valeur-là qui est inférieure à 10, je vais mettre 0. Cette valeur qui est aussi inférieure à 10, je vais mettre un autre 0. Si je vais être, par exemple, ici à 20, et j'ai dépassé le 10, je vais mettre un 1. Et là, j'ai créé mon propre code et ma propre théorie de code. C'est comme ça que les codes ou les codes usuels vont être utilisés en instaurant des règles bien précises afin de passer d'un signal analogique vers un signal discrétisé ou numérisé par des 1 et des 0. Alors, on a dit que la transmission peut être synchrone ou asynchrone, comme elle peut être aussi analogique ou numérique, et on peut avoir le passage par la transmission
Bien sûr, la plus performante, c'est la transmission numérique. Et actuellement, on est sur des transmissions numériques et non pas des transmissions analogiques parce que c'est plus performant d'avoir une transmission numérique qu'une transmission analogique. Et là, vous avez quelques définitions concernant l'un et l'autre. Vous pouvez les voir sur les transmissions. Comment faire les transmissions analogiques? C'est le brochage en matière de câblage et autres. Et aussi pour la transmission numérique, vous avez le codage des signaux. Et là, vous avez des exemples. Là, vous avez un exemple du codage NRZ, par exemple, comment il va fonctionner. Vous avez une théorie, où le codage NRZ va poser sa propre théorie en disant que vous avez un signal qui est sur plus A, on va l'attribuer à 1 ou à un 0. S'il est dans moins A, je vais l'attribuer à un 0. Et ainsi de suite. C'est un code avec une théorie ou une règle. Ce que vous allez retenir de ces codes, chacun a sa propre théorie, chacun a sa propre règle, mais en fin de compte, vous avez un signal qui va passer d'un ensemble de points infinis, qui est une analogie, vers une succession de 0 et de 1, où là, une combinaison de 0 et 1 qui sera transmise par la suite. Et chaque type de code aura sa propre théorie. Vous avez énormément de codes, le code de Manchester, le code de Manchester différentiel, le code de Miller, le code NRZ, le code NRZI. Vous avez énormément de types de codes et ces codages vont nous permettre de faire la transmission en numérique en faisant une numérisation du signal à transmettre. Alors, l'autre étape ou l'autre opération dans la transmission, c'est l'opération de modulation. Alors, l'opération de modulation consiste à porter le signal et d'augmenter son amplitude ou bien sa fréquence ou sa phase. Ce sont les trois types de modulation. C'est la modulation en fréquence, la modulation en amplitude ou bien la modulation en phase. Ça consiste à avoir ou à aider le signal à se propager dans le canal de transmission. Comment cela? C'est en élevant la quantité de l'une des paramètres du signal, soit l'amplitude, soit la fréquence, soit la phase. Et puis, si je vais aider le signal, je vais utiliser un signal qu'on appelle le signal porteur. Ce signal porteur aura une amplitude ou là une caractéristique en matière de paramètres qui est plus élevée par rapport au signal que je veux transmettre. Un petit exemple, si je suis avec un signal sinusoïdal de cette forme-là, qui aura comme amplitude 5, par exemple, c'est comme la voix humaine surtout, vous avez la voix humaine n'a pas une puissance ou n'a pas une amplitude aussi élevée. Alors, pour la transmettre dans le canal de transmission, je vais pouvoir utiliser un signal qu'on appelle le signal porteur. Alors, le signal porteur possède une amplitude plus élevée que le signal informatif. Pour moi, par exemple ici c'est 5, je vais avoir ce signal. Là, je donne l'exemple de l'amplitude et on peut l'appliquer sur la fréquence ou bien sur la phase de la même façon. Alors, je vais avoir un signal porteur, par exemple, son amplitude c'est 100, et je vais faire une corrélation entre ces deux signaux, c'est-à-dire je vais additionner ces deux signaux pour ressortir avec un signal qui aura une amplitude, par exemple, de 105. Alors, je vais utiliser ce signal pour le transmettre, c'est-à-dire je vais attaquer ce signal, je vais prendre ce signal et attaquer le canal de transmission afin de le propager, avoir la puissance nécessaire pour le propager. Une fois arrivé à destination, ce signal, pour nous, je veux récupérer l'information est contenue dans le signal avec l'amplitude qui est égale à 5. C'est ça le signal informatif pour moi. Celui-là n'est pas informatif, il est un élément d'aide. Alors,
à la réception, je vais faire l'opération inverse, c'est-à-dire je vais faire la décorrélation ou la démodulation. Alors, la démodulation consiste à enlever ce signal porteur et récupérer le signal informatif qui a l'amplitude de 5. C'est le principe de la modulation, c'est aider le signal en élevant sa puissance, en élevant son amplitude, en élevant sa fréquence ou bien en élevant sa phase. Ces trois paramètres vont aider le signal à être plus performant en matière de puissance. Et si je vais élever la puissance, je vais propager le signal sur le canal de transmission avec des performances élevées et atteindre mon but, c'est-à-dire atteindre le point d'arrivée ou le point de destination. Alors, la première opération, c'est le codage, consiste à numériser. La deuxième, c'est la modulation, consiste à aider le signal pour se propager d'un point à un autre. Et la troisième opération, c'est le multiplexage. Alors, le multiplexage consiste à envoyer plusieurs signaux à la fois. Et là, c'est pour des raisons d'optimisation de canaux de transmission et pour des raisons de faisabilité. Parce qu'on ne peut pas avoir pour chaque utilisateur, si vous êtes sur Internet par exemple, on ne peut pas avoir pour chaque utilisateur un câble depuis son loyer vers le réseau Internet ou vers le serveur Internet. Mais on va être groupé par quartier ou bien par wilaya ou par région. Et tous, on va partager une bande passante où on aura plusieurs signaux qui seront transmis d'une façon simultanée. Et c'est ça l'opération de multiplexage. Ça consiste ou cette opération consiste à transmettre plusieurs signaux dans un canal de transmission. Vous avez un canal de transmission et vous allez faire la transmission simultanée de plusieurs signaux. Par exemple, X1, X2, X3, X4, et ainsi de suite. Et tout dépend de la bande passante du canal de transmission. Je peux allouer énormément de signaux en fonction de la bande passante du canal de transmission. Et là, on va trouver trois types de multiplexage, soit le multiplexage fréquentiel, soit le multiplexage temporel, et soit le multiplexage temporel statique. Alors, la différence entre ces types de multiplexage consiste à la philosophie utilisée. Alors, voici le schéma de principe dans le multiplexage. Je vais avoir plusieurs signaux, plusieurs voix, que je vais les transmettre sur le canal de transmission comme étant un seul signal par la suite. C'est-à-dire que je vais mélanger un ensemble de signaux pour ressortir avec un seul signal qui va être propagé sur le canal de transmission. Et à l'arrivée, je vais faire l'opération inverse, c'est-à-dire faire l'opération de démultiplication, c'est-à-dire ressortir avec les signaux de départ. Alors, en deux mots, le multiplexage consiste à faire un mélange de signaux pour ressortir avec un seul signal. Ce signal sera propagé dans le canal de transmission. Alors, qui sera bien sûr, ce signal sera le mélange de ces signaux. Mais pour moi, je n'ai pas besoin d'avoir ce mélange, mais à la réception, j'ai besoin d'avoir les signaux qui sont distincts. Alors, j'ai besoin de faire l'opération inverse, c'est-à-dire dégager des signaux un par rapport à l'autre. Alors, ce mélange-là va se faire uniquement pour faire la transmission, c'est-à-dire pour des raisons de faisabilité, parce qu'on n'aura pas autant et autant de canaux de transmission. On ne peut pas avoir pour chaque utilisateur un canal de transmission, mais on doit partager, ou un ensemble d'utilisateurs doit partager un seul canal de transmission pour des raisons de faisabilité et pour des raisons euh, de transmission aussi, d'avoir une transmission d'un groupe. Alors, si on va détailler les types de multiplexage, vous avez le multiplexage fréquentiel qui va découper la bande passante
d'un canal de transmission en sous-fréquence. Et dans chaque sous-fréquence, je vais allouer un signal. Par exemple, pour le F1 ici, vous avez ici F1. La première fréquence d'une bande de fréquence, je vais l'allouer pour le signal A. Pour la deuxième bande, c'est pour B. Et pour la troisième bande, c'est C. Et ces trois seront acheminés ensemble. Ça, c'est le multiplexage fréquentiel. Vous avez aussi le multiplexage temporel qui consiste à diviser le canal de transmission dans des intervalles de temps. Et dans l'intervalle de temps, on va faire un mélange ou bien on va découper les signaux en petits morceaux. Par exemple, je vais faire un découpage des signaux. J'ai mes trois signaux. J'ai le premier, j'ai le deuxième et j'ai le troisième. Alors, je vais découper les signaux sur un intervalle de temps bien précis. Alors, cet intervalle de temps, je vais le découper ici, par exemple, pour les deux signes. Alors, ça, c'est le A, ça, c'est le B, et ça, c'est le C. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une transmission à tour de rôle. Je vais prendre le premier, je vais le transmettre, la première partie du premier signal, puis la première partie du deuxième, puis la première partie du troisième, et ainsi de suite. Je vais répéter à chaque fois jusqu'à terminer tous les signaux. À la fin, je vais récupérer mon signal de départ A, B et C, en faisant une opération inverse, bien sûr, et en récupérant les signaux de départ. Alors, concernant le troisième type de multiplexage, c'est le multiplexage temporel statique. Alors, son principe, c'est faire des prélèvements sur des différentes voies reliées au multiplexeur qui n'est plus cyclique. C'est-à-dire que je vais faire une modification dynamique en permanence selon l'activité du signal. Je ne vais pas utiliser un intervalle de temps fixe, mais je vais faire un intervalle de temps dynamique en fonction de l'évolution des signes. C'est la différence avec le multiplexage temporel. Il existe aussi un autre type de multiplexage, le quatrième type, qui est le multiplexage lumineux. Et puis avec ce multiplexage lumineux, je vais utiliser le même principe du multiplexage fréquentiel, mais en introduisant des longueurs d'onde. Au lieu d'avoir des fréquences, je vais avoir des longueurs d'onde, lambda 1, lambda 2 et lambda 3. Et ce type de multiplexage, il est utilisé pour la fibre optique exclusivement. Je peux l'utiliser dans la fibre optique exclusivement parce que ça nécessite d'avoir des longueurs d'onde. Et qui va dire longueur d'onde va dire lumière. Et la lumière sera transportée uniquement dans la fibre optique. Alors en résumé, on aura trois types de multiplexage. Le multiplexage fréquentiel, le multiplexage temporel avec ces deux types, le multiplexage temporel uniforme ou la statique, ou bien le multiplexage statistique avec une évolution de l'intervalle temporel d'une façon dynamique. Et puis on aura aussi le multiplexage lumineux qui aura à diviser la bande de fréquence ou la bande de transmission en longueur d'onde la, euh, pour transmettre le signal lumineux. Alors ici, vous avez quelques exemples des normes de transmission. Vous avez par exemple, lorsque je suis sur les normes qui vont changer, vous avez les normes européennes, les normes dans les États-Unis ou le Japon pour les transmissions en matière de multiplexage et en matière aussi de transmission avec les débits qui sont appropriés. Alors, on revient aussi sur le cas de la numérisation. On a parlé du codage, mais réellement, pour avoir un signal
analogique, on va passer par ces trois types d'opérations, c'est-à-dire passer d'un signal analogique vers un signal numérique consiste à faire premièrement une étape d'échantillonnage, puis une étape de quantification et après la troisième étape, c'est l'étape de codage. L'échantillonnage, c'est sélectionner des échantillons selon le théorème de Shannon. Le théorème de Shannon dit que la fréquence d'échantillonnage doit être supérieure ou égale à 2 fois la fréquence max du signal. La deuxième étape, c'est l'étape de quantification, qui consiste à regrouper les échantillons par groupe, c'est-à-dire si je vais avoir des échantillons qui sont très proches, 2 ou 3 échantillons qui sont très proches, je vais les représenter par un seul échantillon et éliminer les deux autres. Alors la quantification ici consiste à faire une sélection. Et l'étape ou la troisième étape, c'est le codage. Et comme on a dit, ça consiste à passer d'un signal analogique vers un signal numérique ou d'une succession de points vers une combinaison de 0 et de 1. Ce sont les trois types utilisés pour numériser un signal. Là, vous avez quelques exemples aussi de débit. Là, vous avez aussi des techniques de corrélation. On avait parlé des corrélations. Ici, vous avez aussi des standards de codage. Quelques-uns, vous les connaissez certainement. Par exemple, la norme JPEG, la norme MPEG, la norme H264, H265, la norme NTSC, la norme PAL. Ce sont des façons de codage et de transmission qui sont très utilisées surtout sur la télévision numérique et pour faire la compression des fichiers multimédia. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on a fait dans ce chapitre? On a parlé de la transmission d'un point vers un autre, et on a parlé de beaucoup de notions, surtout des notions de traitement de signal. On a dit que la transmission, elle est très importante dans les réseaux parce qu'elle va nous permettre de véhiculer l'information d'un point vers un autre. Et là, on va utiliser énormément de techniques pour véhiculer correctement ce signal d'un point vers un autre. Et l'information sera transmise à travers un canal de transmission qui sera notre véhicule de l'information dans les réseaux. Alors, le chapitre prochain, on va focaliser sur les réseaux en eux-mêmes, les composants des réseaux et comment avoir des réseaux, quels sont les protocoles utilisés dans les réseaux et surtout sur les réseaux locaux.